vous écoutez le podcast Maintenant je vais pour en finir avec les Ah si j'avais et oser une vie professionnelle qui vous ressemble. Je suis Anaïk, j'ai créé AH Accompagnement en 2018 après 15 ans en marketing et un début de vie professionnelle en histoire de l'art, donc plusieurs déjà reconversions et plusieurs vies professionnelles. Je suis là pour vous accompagner donc à oser trouver ou retrouver du plaisir au travail, pour se dire que c'est pas toujours une reconversion 180 degrés, que c'est pas toujours tout plaqué, que ça peut être parfois des petits, des grands ou des moyens ajustements, et que ce qui compte c'est d'aller comprendre justement ce qui va faire que maintenant, vous allez oser bouger avec, dans chacun de ces podcasts, des pistes d'action, que ce soit des podcasts où j'interviens seule ou des podcasts de parcours de reconversion. C'est parti, maintenant, vous allez. Bonjour Jérémy, merci d'accepter donc cette invitation pour raconter ton parcours de reconversion vers le métier de kiné. Et pour commencer, ma question de départ est de remonter à qu'est-ce que tu as choisi avant d'être kiné, puisque donc ça c'est ta reconversion. Comment tu avais choisi au moment du bac qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand? Est-ce que c'était un choix qui était maîtrisé? Tu as donc fait des études d'ingénieur, mais est-ce que c'était le je suis bon en sciences, je sais pas quoi faire, comme racontent beaucoup d'ingénieurs? Est-ce que tu savais voilà, comment était ce choix de début de parcours? Bonjour Anaïk, merci pour l'invitation. Donc pour répondre à cette première question, effectivement, je suis diplômé ingénieur forestier donc au sein de l'école AgroParisTech, cursus donc classique, classe préparatoire en 2 ans et ensuite cursus d'école d'ingé en 3 ans avec une année d'interruption pour ma part qui m'a permis de voyager à l'étranger. Donc avant d'arriver à cette école et à ce choix de carrière, j'avais fait un bac scientifique en lycée agricole avec option écologie et hippologie équitation. Et ce qui a toujours dicté mon choix, ça a été le désir pour moi de travailler en forêt, donc en lien avec le milieu forestier. Donc des discussions que j'ai pu avoir avec mes parents, j'ai toujours très tôt raconté que je voulais être garde forestier historiquement. Donc ça a été mon fil rouge pendant toute ma scolarité, école primaire, collège et lycée. Sauf qu'au lycée, je me suis rendu compte, après plusieurs échanges, que donc garde forestier, sans aucun jugement, c'était un niveau technicien, Hmm. bac+2, avec un BTS gestion forestière notamment. Et du coup, comme j'étais plutôt bon élève, mes parents m'ont toujours encouragé à aller le plus haut possible, mais tout en suivant ma voie. Voilà. Et donc, après réflexion et questionnement et rendez-vous avec des conseillers pédagogiques, je me suis rendu compte qu'il y avait ce métier d'ingénieur forestier qui existait et qui se faisait grâce à un bac+5, donc niveau master, via une école d'ingénieur. Voilà. Donc, j'ai suivi ce fil rouge. Après mon bac S, donc en lycée agricole, j'ai pu intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles, donc CPGE, au lycée Thiers à Marseille. Donc c'était classe prépa en biologie, chimie physique et sciences de l'ingénieur, avec de la géographie entre autres, beaucoup de physique chimie, un peu moins de maths et énormément de biologie géologie. Donc ça s'est fait en 2 ans. Sur la deuxième année, j'ai passé mes concours. Donc j'ai présenté au total 3 concours, le concours de géologie, le concours d'agronomie et le concours de vétérinaire, parce que c'était les mêmes concours pour agronomie et véto, sachant qu'il n'y avait que les coefficients qui changeaient, mais j'avais aucunement envie d'être vétérinaire, c'était au cas où, parce que je ne m'imaginais pas cuber mon année de classe préparatoire. Donc il s'avère que j'ai eu le concours que je voulais et l'école que je voulais, donc AgroParisTech, qui était la seule école en France à proposer cette formation d'ingénieur forestier, puisqu'il n'y a qu'une seule promotion qui est diplômée chaque année en France, de environ entre 25 et 50 élèves, parce qu'il y a 2 cursus en gestion forestière et gestion des milieux naturels. Voilà, donc on est en gros entre 30 et 50 élèves sont les promos, ça a peut-être évolué depuis. Et voilà pourquoi ce choix. Donc j'ai pu suivre cette voie entre guillemets royale. J'avoue que j'avais pas de plan B. C'est-à-dire qu'à la fin de la classe préparatoire, des classes préparatoires, si j'avais pas eu ce
cette école pour aller faire cette spécialité forêt à Nancy. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais fait concrètement. Donc, tant mieux. J'ai eu ce que je voulais, mais Mm. voilà pour les choix. T'as une idée parce que c'est assez rare d'avoir une vision aussi claire j'ai envie de travailler dans la forêt, et même d'avoir la vision de l'école, etc. Alors, je sais pas si c'est que rare, parce que moi, comme je parle beaucoup avec des gens qui ont envie de changer, souvent c'est des gens qui avaient plutôt, ce que je te disais justement, le côté, j'ai fait une école d'ingé parce que enfin, j'ai fait une prépa, et après j'ai gardé des écoles un peu généralistes parce que je savais pas trop. Mais il y a rarement une vision hyper claire de ce que tu racontes là. Tu sais ce qui t'a tiré vers la forêt, si c'est venu tout petit ou tu sens que ouais, c'était un intérêt qui était là, mais sans avoir vraiment mis des mots dessus. Alors, c'est un intérêt qui était en moi depuis tout petit, ça c'est clair et net. Quand je dis tout petit, ça s'est vraiment réveillé, je pense, aux alentours des 10 11 ans. Il y a un élément très précis qui a participé, je pense, à ce choix et qui s'est développé dans ma tête. C'est un lieu de vacances. Donc, un lieu de vacances où j'allais avec mes parents chaque année dans les Alpes du Sud, donc dans le département des Hautes-Alpes, où on avait l'habitude de beaucoup randonner, passer beaucoup de temps en nature. Et j'ai eu l'immense chance et l'immense privilège de rencontrer une personne assez extraordinaire qui a changé ma vie là-bas, c'est à savoir un agriculteur qui avait une activité avec sa femme et sa famille de tourisme équestre en parallèle de son activité agricole. Et comme en parallèle, je faisais pas mal d'équitation à cette époque-là, je me suis retrouvé à traîner dans ce ranch euh, toutes mes journées de vacances. Donc en fait, je voyais très peu mes parents, je passais mes journées là-bas. Et ce monsieur m'a emmené avec lui dans toutes ses missions agricoles d'élevage, etc., qui avait toujours lieu en montagne et en forêt. Et donc, j'ai passé des heures avec lui à l'accompagner et il m'a transmis beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses connaissances sur ce milieu-là. Et du coup, ça m'a toujours donné envie d'y travailler. Et voilà, l'idée a fait son chemin dans ma tête. Et jusqu'à mes quasiment 20 ans, 22 ans, je continuais d'aller le fréquenter plusieurs fois par an. Voilà, c'était un peu un second père pour moi, entre guillemets. Et c'est comme ça que mon choix s'est confirmé dans ma tête. Donc, tu intègres agro, Paris-Tech, tu fais tes études, jusque-là, tout va bien. Tu as commencé à travailler après, tu as travaillé combien de temps dans le secteur? Comment ça s'est passé après l'arrivée dans le monde du travail sur ce secteur-là? Donc j'ai été diplômé en 2014 et mon stage de fin d'études, je l'avais fait avec un expert forestier, donc pour être volontairement dans le cœur de métier, à Manosque, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Une super personne également, très chouette rencontre humaine et professionnelle, un gars ultra déterminé, ultra motivé, passionné par ça. Donc lui aussi il m'a vraiment donné le goût de ce métier-là. Et en fait, quand j'ai été diplômé, j'avais en tête de vouloir pratiquer la gestion forestière au sens strict, comme lui la voyait, avec sa perception, parce qu'il était hyper inspirant. Et il s'est avéré qu'il m'a proposé à la fin de mon stage de fin d'études de m'associer avec lui en tant qu'ingénieur forestier indépendant. Donc, ça nécessitait de créer ma structure, sachant que j'avais aucune expérience en entrepreneuriat. Mais entre guillemets, il m'a mis le pied à l'étrier, il m'a guidé, il m'a encadré au début. Donc, on a bossé comme ça 2 ans ensemble à partager des dossiers. Donc, lui il me faisait partager ces dossiers qu'il arrivait à rentrer dans son portefeuille grâce à son réseau et à son expérience. Et petit à petit, il m'a intégré à ce milieu-là. J'avoue que j'adorais travailler avec lui, j'adorais ce format de travail. La seule chose, c'est que comme c'était une activité naissante dans cette région et sous ce format-là, financièrement, c'était assez compliqué d'avoir suffisamment de contrats pour pouvoir en vivre confortablement. Donc après 2 ans, c'était un peu à cœur déchirant, entre guillemets. Je me suis posé la question de changer de format de travail en échangeant avec lui, hein, et à basculer dans le monde du salariat, parce que près de chez moi, il y avait un bureau d'études en gestion forestière qui recherchait un ingénieur forestier sur son antenne locale. Donc j'ai postulé, j'ai été pris à cet emploi-là, et du coup on avait discuté ensemble en amont, et il comprenait mon choix, bien que voilà, il y ait une déception des deux côtés, déception du sien parce qu'on avait une bonne dynamique,
Déception du mien parce qu'il m'avait tout donné depuis mon diplôme. Mais voilà, la raison, le choix financier a dicté ça. Et en plus, il y a un deuxième avantage pour moi, c'est que ça me rapprochait de ma famille du point de vue logistique. Donc ça, c'était intéressant aussi. Et donc, j'ai passé 2 années dans ce bureau d'études en tant que salarié à temps plein, en CDI. Et, euh, et en fait, sur la deuxième année, comme en parallèle, j'ai un parcours de pompier volontaire, euh, en deuxième année, il s'est avéré que je me suis blessé gravement au genou sur une activité de sapeur-pompier. Et voilà, ça a nécessité une opération, un arrêt de travail relativement prolongé parce que ça a été de mémoire, ça devait être 6 ou 7 mois d'arrêt de travail, sachant que le métier d'ingénieur forestier, il est aussi bien, enfin, il sollicite aussi bien la matière grise que des aspects très techniques et de terrain. Donc en gros, j'avais 3 jours de travail sur le terrain par semaine et 2 jours de bureau, vraiment que bureau, donc sur des rédactions de documents, des recherches de contrats, etc. Et donc voilà, étant blessé et opéré, ça n'a pas été possible de mener correctement mon travail pendant ces mois-là. Et c'est durant cette phase-là qu'une réflexion est née sur le fait que ce format de travail en salariat, en bureau d'études, ne me convenait pas complètement parce qu'il n'était pas dans mon cœur de métier à 100%, ce que moi je voulais faire comme je faisais avec l'expert forestier. Et d'un autre côté, le boulot que je faisais avec l'expert forestier était lui très très prenant en termes de temps, comme tout indépendant qui travaille et qui lance Hmm. son entreprise. C'est des dizaines et des dizaines d'heures par semaine, donc on devait être à facilement du 50-60 heures selon les semaines, avec beaucoup de déplacements professionnels, etc. Voilà, et le tout cumulé dans mon esprit m'a mené à la considération de me reconvertir, et sans avoir aucune idée dans quoi. Et c'est cette blessure qui m'a aidé, puisque j'ai fait une rééducation très sérieuse, étant moi-même assez sportif, encore plus à l'époque. Du coup, je suis allé dans un super cabinet de kiné du sport dans la grande ville près d'où j'habitais. Et j'ai fait la rencontre d'un kiné qui était lui-même issu d'un parcours parallèle. Donc lui, il était fils d'agriculteur breton. Et voyant qu'il avait peu d'avenir dans son métier, il avait décidé de se reconvertir lui-même en kiné du sport. Et c'est devenu un kiné du sport référent dans cette région-là, excellentissime. Et du coup, bah, cette idée qu'il m'a donnée a également germé dans mon esprit. Et ni une ni deux, le soir, j'ai cherché sur Internet les modalités de concours pour intégrer une école de kiné sans passer par l'année de médecine, puisqu'il m'a dit que c'était possible. Et j'ai vu que je remplissais tous les critères, à savoir un niveau master, bac+5. C'était soit master, soit licence TAPS, soit statut sportif de haut niveau à mon époque. Ça a peut-être changé depuis, mais c'était ça les conditions. Et donc, 10 jours plus tard, j'ai posté ma candidature avec lettre de motivation, dossier complet, dans différentes écoles en France. Il y en avait 6 au total: Nice, Montpellier, Marseille, Grenoble, Paris et Lyon. J'ai reçu des refus de la plupart d'entre elles. Il n'y en a que 2 qui ont accepté mon dossier, à savoir Montpellier et Marseille. Et du coup, j'ai passé les oraux à Marseille, sachant que en parallèle de ça, dans le projet de reconversion, j'envisageais aussi de devenir pompier professionnel, sapeur-pompier professionnel. Donc, je m'étais aussi inscrit au concours au cas où, sachant que mon choix premier était la kinésithérapie. Et il s'avère que j'ai eu la réponse de l'école de Marseille le lendemain de mon entretien oral. Donc, pour refaire comment dire, une synthèse de la chronologie, je pose mon dossier au mois de décembre. Je reçois une notification que mon dossier est accepté et que je suis convié à un entretien oral en avril, fin avril. Et le 2 mai ou le 3 mai, je reçois la notification finale qui me dit que je suis reçu pour intégrer la formation de kiné. Donc, dès que j'ai reçu ce courrier officiel, j'ai démissionné du concours de sapeur-pompier, qui n'avait pas encore eu lieu, mais qui avait lieu la semaine suivante, et auquel je m'étais préparé également. Et j'ai aussi démissionné de mon entretien oral au sein de l'école de Montpellier, puisque géographiquement, c'était bien plus avantageux pour moi de rester près de Marseille, puisque c'était proche de ma famille, proche de la caserne où j'étais pompier volontaire. Ça va avoir une influence importante après sur mon parcours et proche de mes amis, etc. Et surtout, l'école était moins chère parce qu'elle était en cours
de rattachement à l'Université Aix-Marseille. Donc les frais de scolarité baissaient. Et ça aussi, ça a eu un impact, enfin, un impact important dans mon choix final. Voilà. Donc, c'était en quelle année? Le choix de reconversion, c'est 2017, donc le temps de postuler. Donc Ouais, décembre 2017, je lance les manœuvres. Je sais que chaque école de kiné a des, comment dire, a des critères ouais, de dépôt de dossier qui sont différents. Donc Marseille, il fallait poster le dossier avant décembre, avant la ok. fin décembre de l'année d'avant. Il y en a pour lesquels c'est des créneaux plus tardifs. Et du coup, oral en avril 2017 et début de scolarité, reprise d'études septembre 2018. Là, le dispositif que tu as utilisé, ben, c'est le bon mot, mais c'est pas grave, c'est le dispositif passerelle en fait qui existe Tout à effectivement fait, dans certains systèmes en paramédical et donc tout à qui fait. permet de passer cette première année de médecine absolument un bonheur. Après, Exactement. quand tu as fait de la prépa, peut-être, et je savais pas, j'avais pas en tête que ça marchait aussi pour kiné. Moi, je l'accompagne pas mal sur Sage-Femme, ce dispositif, où on peut passer 1 ou 2 années sur Sage-Femme. Alors, bon, 2 années, c'est un peu rare, hein. Ça marche Mais pour kiné et pour médecin également. ouais, Médecine, il y a ouais, des passerelles qui existent vers la deuxième et la troisième année. oui. Et ouais, je pensais pas que sur kiné, on pouvait aussi, ça fonctionnait aussi. Donc, tu passes, et kiné, c'est 5 ans, hein. Au total, c'est 5 ans. Ouais. C'est Et l'année c'est de 5 ans médecine après l'année. Ah, plus donc c'est 4 années 4. d'école. Ok. Donc Ouais. quand t'as passé, il te reste 4. C'est ça, Ok. exactement. Et donc, quand tu fais la passerelle, tu passes en direct, ouais, comme pour les autres. Donc ça veut dire que t'as pas besoin de passer Parcoursup et toutes ces choses-là. Donc Non. enfin t'as juste, c'est déjà pas mal. Donc une lettre de motivation et après un oral. Ouais, la lettre de motivation, je pense, est le paramètre pratiquement le plus important Ouais. avec le dossier. Bon, le dossier, on ne le choisit pas, hein, on donne les pièces qu'ils nous Ouais. demandent. Et l'entretien oral, en fait, je m'y suis vraiment préparé énormément. Je pense Oui. que bien 3 semaines de préparation à partir du moment où j'ai eu la notification d'oral. Ouais. J'ai eu la chance de préparer cet oral avec l'aide d'une Oui. kiné déjà diplômée que j'avais rencontrée pendant ma rééducation du genou. Et l'entretien, j'y suis allé un peu le couteau entre les dents parce que j'avais pas de plan B. Moi, j'avais le concours sapeur-pompier professionnel, mais c'était pas mon choix numéro un. J'y suis allé le couteau entre les dents et en fait, avec du recul, je me rends compte que le profil des candidats était assez varié. Je savais qu'ils avaient, comment dire, qu'ils avaient accepté à peu près 150 dossiers. J'avais eu cette information-là, qu'ils avaient accepté 150 dossiers écrits à se présenter à l'oral. Donc je me suis dit, il n'y a que 7 places pour 150 personnes. Ah oui. Donc j'ai plutôt intérêt à le préparer. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte le jour de l'oral que enfin, c'était très hétérogène sur les profils de candidats et les motivations surtout des candidats. J'étais parmi les plus vieux, donc j'avais 28 ans à l'époque. Ah oui. Et en Ouais. passerelle, et quand tu dis 150, c'est Mm. 150 en passerelle? Ouais, c'est entre 100 et D'accord. 150 dossiers de passerelle acceptés pour Ok. un passage Et sans t'étais année. un des plus vieux sur de la Ouais, passerelle. ouais. De ma promotion, quand j'ai été recruté D'accord. à l'école de kiné, entre guillemets, c'est pas le bon terme, recruté, mais quand j'étais Ouais. admis, j'étais le plus vieux, clairement. Et les autres profils de passerelle, donc il y avait des infirmiers libéraux, il y Ouais. avait des licences TAPS, donc il y avait moi en ingénieur forestier, et il y avait aussi une ergothérapeute, il me semble. Ouais. Oui, je crois que c'était ça, exactement. Voilà pour les profils du classique. Et il y avait une sportive de haut niveau. Mais Oui. ça, pareil, si c'est un conseil que je pouvais donner à des personnes qui seraient intéressées par ce parcours-là, il faut bien se renseigner en fonction des écoles, parce qu'il y a des écoles qui ouvrent par exemple que des places à des sportifs de haut niveau. Donc à mon époque, c'était l'école de Grenoble et de Lyon qui m'avait répondu directement, désolé, mais on n'a que 5 places de passerelle et elles sont toutes dédiées à des sportifs de haut Ah, les niveau. sportifs. Ok. Je sais que Marseille a cette vocation-là à élargir à des profils assez variés. Donc, avant moi, il y avait un expert comptable qui avait intégré ce concours passerelle. Voilà. Donc, je sais que c'était aussi une idée que développait l'école, de vouloir laisser sa chance à des Ouais. profils variés. Donc, ça dépend des écoles. Il faut se renseigner.
C'est ce que j'ai pu avoir sur. Donc j'ai quelqu'un qui a repris médecine l'année dernière, moi. Alors, avec un parcours original, puisque, enfin original. Elle a d'abord demandé une passerelle sage-femme. Elle a Mhm. été prise, puis elle a refait un point et elle s'est dit qu'en fait, elle voulait médecine. Donc, elle a tenté la passerelle médecine. Bon, comme il y a un peu des fois les mêmes personnes, elle n'a pas été prise. Et du coup, elle a fait la première année de médecine et elle a été reçue. Mais elle me disait qu'effectivement, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des règles différentes selon les endroits, les écoles, les UFR, peu Tout à importe comment fait. on appelle ça, et que c'est hyper important parce que, bah oui, il va y avoir des endroits où on accepte plus ou moins des profils différents et où, alors notamment par exemple pour les premières années de médecine, parce que au cas où il n'y a pas de passerelle, il y en a où il y a plus ou moins de maths. Il y en a où il y a plus ou moins pas de maths et c'est quand même important quand on est en reprise d'études. Donc, aller chercher ces infos-là, ça change vraiment la donne, quoi. Tout à fait. Mais quand tu dis qu'il y a un niveau de préparation plus ou moins fort, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, de quand même se détendre un peu, parce que effectivement, de ce que j'entends, puisque moi, je l'ai pas fait, il y a des gens qui arrivent, peut-être, alors sans jugement, parce que quand je dis un peu la fleur au fusil, c'est peut-être un peu, Ouais, mais c'est exactement ce que j'ai vécu moi. ouais, t'as des gens qui arrivent en disant, bah, c'est pas, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, mais j'ai envie d'être kiné, et ils sont pas trop interrogés ni rien, quoi. Mais en fait, la plupart du temps, Enfin, moi, de ce que j'ai observé pour avoir échangé assez brièvement avec eux, souvent des jeunes qui sont un peu perdus, donc Ouais. qui ne savent pas concrètement où aller. Et on leur a suggéré cette idée-là, sachant que c'est qu'un dossier, entre guillemets, pour passer le cap Hum, d'aller aux oraux. Alors, il y a un chèque à faire à côté, hein, selon les IFMK. Donc, si on a cette possibilité financière, ça n'engage pas à grand-chose. Et derrière, on a une possibilité d'intégrer une formation diplômante d'un métier de qualité. Donc, ouais. je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont tenté, mais un peu en dilettante, pas dans le sens péjoratif, dans le sens qu'ils ne savaient pas trop où ils en étaient. Et soit des fois, c'est des gens qui voulaient médecine, qui n'ont pas réussi à l'avoir, soit c'est des gens Hum, qui étaient en licence de STAPS, mais qui n'avaient pas trop de visibilité, parce qu'on sait que les débouchés en STAPS ne sont pas toujours faciles. ouais. Voilà, que ce soit est-ce que je veux devenir prof de PS, est-ce que je veux devenir préparateur physique, aucun des deux, est-ce qu'il y a un vrai débouché? Finalement, après 3 ans d'études, je peux basculer vers une école de kiné qui me diplômera en master. Donc je pense qu'il y avait un peu ces profils-là. Mais sans être complètement sûr de... Exactement. Toi, dans ce que tu racontes, donc le parcours, il est aussi quand même assez rapide entre le moment de se dire, et pour le coup assez original et différent de ce que j'entends. Mm. Tu as une envie vraiment de assez longtemps de travailler en forêt. Ce qui t'a fait changer, en fait, c'est surtout, enfin, dis-moi si je reformule de ce que je ressens, c'est surtout de te rendre compte, une fois que tu es sur le terrain, que c'est les conditions qui vont pas forcément aller, soit tu es en bureau d'études, mais c'est un peu contraint, etc., ça te plaît pas trop, soit tu es à ton compte, mais ça va être beaucoup d'heures pour être mal payé, et c'est un moment de se dire entre ce que tu aurais envie de faire de ce métier et ce qui est possible, ça va pas aller, et de chercher autre chose. Donc c'est plus les conditions réelles d'exercice qui t'ont fait déchanter. Exactement. Je me suis régalé dans mes études d'ingénieur forestier, de tout ce que j'ai appris. Après, c'est un profil, hein. Moi, j'adore apprendre des choses. Concrètement, sur le terrain, effectivement, je me suis rendu compte que d'être ingénieur forestier, enfin, c'était un métier de passionné. Mais Mm. vraiment, il y a des métiers comme ça qui, pour moi, laissent pas trop la place au doute sur le fait qu'il faille être passionné pour le pratiquer. Je pense vraiment que c'est difficile d'être un bon ingénieur forestier si on n'est pas passionné par ce milieu. Donc moi, j'adorais les milieux naturels, mais pas en pratique quotidienne. Sur sur la partie, comment dire, plutôt expertise forestière, gestion forestière stricte, comme je pouvais la pratiquer dans mes 2 premières années, ce qui m'a interrogé, c'est que moi, j'avais besoin, en termes d'équilibre de vie, de garder un lien social donc proche de ville, etc. Et j'avais le sentiment que pour vraiment m'épanouir dans ce milieu, il fallait, un, faire beaucoup d'heures, et deux, avoir une vie un petit peu isolée, entre guillemets. Mm. Alors, c'est peut-être réducteur, hein, j'ai certainement des collègues qui trouvent des équilibres de vie parfaits, etc., etc. Sachant que moi, j'étais plutôt à vouloir rester dans ma région natale, donc le sud-est de la France, et il y avait peu de postes dans ce Mm. domaine-là. Par contre, sur la partie salariée, donc j'arrivais à m'éclater dans la partie gestion forestière, mais elle représentait un gros tiers.
voire une petite moitié de mon quotidien. Et, euh, et ce qui me dérangeait, c'était plutôt la deuxième partie, le complément d'activité, qui consistait à répondre à des appels d'offres, qui consistait à mener à bien des missions qui garantissaient un chiffre d'affaires pour le bureau d'études, mais qui pour moi étaient beaucoup moins passionnants et qui avaient moins d'intérêt. Donc, j'étais pas tout à fait prêt à faire ce sacrifice, entre guillemets, professionnel, de me dire pratiquement 50% de mon temps ou un tiers de mon temps va être dédié à des choses que j'aime pas du tout. Voilà, donc c'est les deux qui ont fini de me décider. Et en parallèle de ça, le fait de m'être engagé en tant que sapeur-pompier volontaire à la suite de mes études d'ingénieur, ça m'a aussi ouvert les yeux sur le milieu de la santé et du paramédical que je Ouais. connaissais pas du tout Ça parce allait que être ma question, ouais. ouais, Parce que quand tu te dis ça, ouais, euh, comment t'arrives, donc en fait, le switch, il se fait en 2 ans, quoi, à se dire, même pas un an, c'est ça. ça va être kiné, donc je me dis, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Tu découvres le métier de kiné. Souvent, je vois aussi dans les questionnements que peuvent avoir les gens, dans les craintes, c'est est-ce que c'est vraiment ce profil-là, enfin ce projet-là, pardon, est-ce que cette fois-ci ça va me plaire? Alors surtout quand tu as pu avant faire déjà 5 ans d'études où tu te dis ouais les études me plaisent mais à la fin c'est le métier etc. qui me plaît pas complètement. Le côté est-ce que je m'embarque pas dans un truc enfin est-ce que je suis sûre que c'est le bon projet? Comment t'es allé répondre à cette question-là et comment t'as été sûre que c'était le bon projet? Euh, Ou est-ce que tu t'es posé cette question, hein, mais peut-être Oui, tu oui, te l'es bien pas sûr qu'on posée, se la mais pose. Bien sûr qu'on se la pose. Après, je pense que ça dépend beaucoup des personnalités. Moi, je suis quelqu'un, comment dire, de fonceur. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai pris la décision, je réfléchis plus trop. Par contre, la décision, elle est vraiment mûrie en Hmm. amont. Donc, une fois que le cap est passé de dire je choisis kiné, ça va être fait pour moi, d'accord, c'est très bien, on réfléchit plus trop. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'engager en sapeur-pompier volontaire. Donc, je faisais beaucoup de SMUR, donc du secours à personne avec médecin, infirmière. Donc, j'ai côtoyé ce milieu des urgences de nombreuses années, à voir tout type d'intervention d'urgence. Donc, il y avait ce côté un peu adrénaline, ce côté soigner des gens. J'ai découvert le milieu hospitalier par ce biais-là, parce que j'ai traîné tout le temps dans le Hmm. service des urgences, mais aussi dans les autres services des hôpitaux, quand on transporte des victimes en cardiologie, en service respiratoire, en service neurologie. Donc je me suis rendu compte que c'était un milieu qui me plaisait, qui ne me faisait pas peur et qui m'intriguait fortement parce que j'avais une forte appétence au fait d'aider les gens. Donc c'était une partie un peu sociale qui me manquait dans ce milieu de forestier. Et ensuite, la deuxième partie, enfin le deuxième virage dans ma décision, c'est ma blessure. Parce qu'en fait, pendant près de 8 mois, j'ai été patient. C'est-à-dire que j'ai Ouais. vu l'envers du décor. Et pour le coup, j'ai vu plusieurs kinés. J'en ai vu un premier qui m'a pas convenu, j'ai changé. Je suis arrivé dans ce fameux cabinet qui m'a tout à fait satisfait avec des super kinés. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec deux, trois de ces kinés qui étaient hyper compétents. Donc j'ai vu ce que c'était prendre en charge quelqu'un et comme je l'ai dit plus tôt dans l'échange que l'on a actuellement, j'ai toujours été passionné de sport et je le pratiquais énormément à cette époque-là. Donc en fait, le côté santé, plus pratique d'un sport, plus le mettre en application au quotidien, c'était possible. C'est-à-dire que j'avais la confirmation qu'il était possible en tant que kiné de soigner les gens dans le milieu du sport et d'en faire son métier au quotidien à 100%. Pas de 50-50, pas de deux tiers, un Hmm. tiers. Donc tout ça, ça m'a rassuré. Et après, j'ai été patient en centre de rééducation pour sportifs de haut niveau, donc au CERS de Saint-Raphaël, plus précisément, qui est une des deux plus grosses structures en France Hmm. qui accueille ce type de patients-là. Et là-bas, pareil, rencontre exceptionnelle avec une kiné jurassienne, donc très très fort caractère, qui m'a accueilli et donc je faisais partie de son groupe de rééducation à cette époque-là. Et on a eu un super feeling, on a beaucoup échangé. Et dans la foulée, je lui ai demandé avant la fin de mon séjour si on pouvait rester en contact parce que j'avais déjà ce projet de reconversion en tête. Et elle a gentiment accepté de m'accompagner dans la préparation à mon entretien oral. Donc Ok. en fait, on a passé des heures au téléphone à échanger sur le métier et donc ça a Ouais. fini de me conforter là-dessus. Ok. Ouais. Donc t'es préparé. Non, mais en fait, ce que tu racontes là,
permet de mieux voir, parce que tu l'as dit, sinon ça faisait comme un peu court, comme je me suis demandé, et puis j'ai vu un kiné, et puis voilà, mais il y a tout le côté pompier aussi, qui Mm, fait que quand la réflexion est dans ce qui te plaît moins, il y a le côté je manque de contact dans le métier d'avant, et tout à tu le vois fait. avec le pompier que ça commence à travailler, etc. Il y a des choses qui étaient quand même en bas-fond, Ouais, ouais, tout à qui font fait. que ça bouge derrière. Je te disais, c'est pas forcément beaucoup d'ingénieurs, mais dans une des personnes que j'ai accompagnées l'année dernière, Claire, elle s'appelle, qui est ingénieure, elle a fait la passerelle sage-femme et elle est aussi pompier volontaire. Et elle avait ce parcours-là aussi de se dire qu'elle s'est rendue compte que ça lui manquait l'aide et il y avait un côté adrénaline, etc. Elle aider les gens au quotidien et ça permet aussi notamment d'avoir la passerelle quand même, hein, de Tout le à fait. raconter comme ça, parce qu'on a une clarté sur pourquoi je suis là, et de dire je l'ai déjà éprouvé, je suis allée chercher les choses. Dans le fait que ça soit kiné, c'est vraiment parce que derrière ça, il peut y avoir j'ai envie d'aider les gens, j'aime la santé, je me rends compte que je suis au plus près, il peut y avoir un caractère d'urgence de plein de choses. Le fait que ça soit kiné, c'est vraiment ce fait de dire je veux travailler avec le sportif ou sur le sujet sport. Tout à fait. Ça a été le choix initial qui ne m'a jamais quitté, un peu comme le choix que j'ai eu enfant d'être forestier. Ouais, C'était très clair dans ma tête. C'était travailler avec des ok. sportifs et j'ai un profil qui est assez technique. Même dans mes études d'ingénieur, j'aimais Ouais, être ingénieur forestier parce que en tant qu'ingénieur forestier, on est des ingénieurs techniques. C'est-à-dire il faut être capable d'être bon sur le terrain comme derrière notre ordinateur. Voilà, j'aurais pas pu être ingénieur dans des domaines uniquement, comment dire, de matière grise à 100% à développer des process. Il y a le côté technique qui est vraiment intéressant. Et ça, on le ok. retrouve en kiné au quotidien. Ouais. Maintenant, pour Oui, donc tu compléter, t'es pas dit sur des métiers de médecine, ou enfin tu t'es pas demandé, tiens, si je vais vers le c'est soin, ça a été évident que c'était kiné. c'est ce que j'allais dire en complément. J'ai aucun médecin dans mon entourage familial, aucun. Avec le recul, que ce soit les pompiers ou ma pratique de la kiné maintenant, je pense que le métier de médecin aurait pu aussi Ouais. m'intéresser sans que je n'ai aucun regret à l'heure actuelle, parce que je suis très content d'être Mm. kiné du sport. Mais par contre, effectivement, la médecine aurait pu fortement m'intéresser, mais pour le coup, ça a pas fait assez de cheminement dans ma tête suffisamment longtemps pour qu'à ce moment-là, je me dise, je vais faire médecine. Ok. Donc tu as passé le dossier, les oraux. Donc les oraux, enfin, moi les conseils que je donne le plus, c'est de savoir pourquoi on fait ça. Ce que tu pouvais dire, mais donc de pouvoir raconter là ce que tu racontes, c'est-à-dire de se dire, je sais que je veux aller vers du soin, il y a le côté technique, vraiment de pouvoir relier le métier et son profil, quoi, et de se dire, je sais faire les deux et de savoir le raconter. Et puis après, d'être allé échanger et d'être allé voir sur le terrain, c'est-à-dire que de pas, souvent je dis, je rêve pas ma vie, donc d'avoir échangé avec des gens, de savoir quelle est la pratique, les horaires, le Mm. métier de kiné. Ça commence à bouger un peu, mais c'était un métier où sur tout à l'heure tu parlais de salaire, mais sur les tarifs, on est normalement réglementé, donc c'est pas non plus le métier où tu peux faire des millions. Toutes ces choses-là, tu es allé chercher les infos, tu sens que qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Pour, Dans le fait d'être dans les 7 personnes qui ont été choisies. ouais, je pense que c'est un tout. C'est le profil global. C'est pas ma faute si j'étais un des plus vieux, hein, mais du coup, ça m'a offert un recul supplémentaire par rapport, entre guillemets, à mes concurrents ce jour-là, parce que c'était quand même assez jeune. Donc, plus de recul, le choix, exactement comme tu viens de l'expliquer, un choix qui était éclairé. Après, je pense qu'il y a autant d'entretien oral qu'il y a de jury. Moi, je m'étais préparé d'une certaine manière à cet oral, et en fait, j'ai été un peu décontenancé parce que euh, j'avais, j'avais pas eu l'occasion de connaître ou de rencontrer des gens en amont qui avaient vécu cet oral-là. Donc, je m'y étais préparé selon ce qui me semblait être cohérent, comme un entretien d'embauche, Mhm. entre guillemets. Mais en fait, le jour J, j'avais été décontenancé par les questions parce qu'en fait, on n'a pas du tout parlé de mon profil. Ah Mais oui? absolument pas. Donc, moi, j'avais préparé plein de choses là-dessus. Je pense que la clé, c'est quand même d'être très clair sur qui on est et quels sont nos choix et préférences pour certaines branches professionnelles. De deux, bien connaître le métier en étant conscient que tant qu'on ne l'a pas pratiqué, on ne le connaîtra jamais à 100%.
mais être quand même clair sur ce qu'on attend d'un kiné dans mon cas. Et le troisième volet essentiel pour moi pour préparer ce type d'oral, c'est le process pour y parvenir. C'est-à-dire, Hmm. on repart sur 4 années d'études, et c'est là où j'ai été surpris, mais je m'en suis pas trop mal sorti. 100% des questions, mais vraiment 100%, ont tourné autour de comment vous allez vous organiser à 28 ans, sans revenu, pour aller au bout de ces 4 années. En gros, ils voulaient être sûrs qu'ils ne donnent pas la Ouais. place à quelqu'un qui abandonne au bout d'un an parce que difficultés financières, parce que mauvais choix, parce que Hmm. les places sont trop rares pour ça, en fait. Ouais. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai eu que des questions sur combien vous gagnez, est-ce que vous avez des économies, est-ce que vous avez anticipé ça, est-ce que vous avez réfléchi à des aides auxquelles vous pourriez avoir droit, est-ce que ça vous fait peur? Je me rappelle, il y avait un membre du jury qui était un petit peu piquant, qui me posait que des questions comme ça. Est-ce que Ouais. vous allez avoir peur? Si dans 3 ans vous rencontrez des difficultés financières, est-ce que vous l'aurez anticipé? Etc., etc. Et cetera. Et finalement, c'est quand même des questions pertinentes. Mais dans mon cas, il s'avère que j'avais bien anticipé les choses. Donc j'avais une visibilité sur 4 années qui était relativement confortable, bien qu'il y ait toujours une incertitude. Après, c'est faire des sacrifices. Donc c'est à 28 ans, retourner à un studio, étudiant dans une grande ville, Hmm. c'est rogner sur ses dépenses quotidiennes, c'est prendre moins la voiture, on compte un peu tout. Mais j'y suis arrivé confortablement, sans me priver plus que de raison. Et j'ai aussi en parallèle une chance, c'est quand j'ai intégré, donc pour la petite histoire, j'étais arrivé avec un chèque avec le montant d'inscription pour les frais de scolarité de la première année, qui était environ de 4 000 euros, un peu plus. Et le jour de mon inscription à la fac de médecine de Marseille, je donne mon chèque et la dame me dit bah, je suis désolé, mais vous êtes trompé. Dans ma tête, je me dis j'espère qu'elle va pas me demander plus. Et en fait, elle me dit c'est plus 4 000 et quelques, c'est 2 500. Donc j'ai dit bon, ben, tant mieux. Et je lui ai demandé si c'était ça pour les prochaines années. Elle m'a dit ben, jusqu'à nouvel ordre, ce sera soit ça, soit moins. Voilà. Et il s'avère que les frais de scolarité ont fait que baisser sur les 4 années. Et jusqu'à maintenant, moi, je ne l'ai pas connu, jusqu'à ce que ça devienne quasiment gratuit, entre guillemets, frais de scolarité, plus un petit complément, un extra, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est ce que tu disais. C'est vrai que ça fait aussi partie des choses à regarder parce qu'il y a C'est aussi des essentiel. grosses différences, hein. C'est Sur, essentiel. quand je disais sage-femme là, sur Brest, c'est très peu cher. À d'autres Mm, endroits, ça peut être quand tu reprends, c'est-à-dire quand tu es en mm, passerelle, parce que mm. c'est différent en Oui, entrée on n'a pas le même première. statut. Ouais, ça peut être jusqu'à 8 000 quoi. Tout à fait. Ben, moi, c'était Donc c'est pas pareil. la même, hein. Ouais, Montpellier, il m'avait retenu le dossier. J'étais bien content que Marseille m'ait proposé un entretien oral avant Montpellier, parce que Montpellier, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouais, cher. Donc, tant mieux, ça s'est bien aligné ouais. pour moi, d'être proche de ma famille avec des frais de scolarité relativement bas par rapport à ce qui se fait ailleurs en France. Et quand t'es parti du coup, donc si t'as posé ta démission, t'avais pas de chômage? Alors, mon ancien employeur a été top parce Ouais, que je suis allé le voir un jour férié, je me suis déplacé chez lui, je lui ai expliqué la situation, il était forcément déçu, mais il comprenait. Surtout, il n'avait pas vu venir. Donc là, c'est peut-être un tort de ma part, hein, mais bon, d'un côté, c'est difficile à dire en amont, je réfléchis à me reconvertir. ouais, Par contre, il a été très à l'écoute et très sympathique de sa part de m'avoir accepté une rupture conventionnelle. ouais. Ça, c'est aussi. Bon, alors, donc, du coup, ça, tu mets une pièce dans ce que je dis. Je dis beaucoup aux personnes que j'accompagne, moi, qui me disent que, oui, mais dans ma boîte, on n'accepte jamais de rupture, etc. En fait, souvent, les employeurs, quand c'est pas je pars pour aller chez le concurrent ou je pars, alors un truc que plein de boîtes détestent, mais même si, pareil, encore une fois, sans jugement, je pars faire un tour du monde là parce que j'en ai ras-le-bol. Et du coup, tu demandes une rupture et ils disent, oh, bah attends, écoute, pose ta dème, quoi, mais je vais pas payer du chômage pour que tu fasses une petite pause. Mais quand c'est, je pars avec un projet comme ça, en fait, il y a un côté où, un, ils comprennent, deux, il y a quand même aussi parfois un côté, ah ouais, quand même, le courage où tu vois, même, ah, j'aurais trop envie de le faire, etc. Et il y a très souvent la rupture, elle est acceptée, hein. Pas toujours, mais elle peut être acceptée vraiment différemment. Donc, et c'est quand même vraiment, ça change la donne. Et après, il peut y avoir quand même aussi la démission légitime, alors qui est récente, donc Je ne l'ai 2017, tu pas. l'aurais pas eu. Mais tu peux poser une démission, tu peux poser ta démission pour dans des conditions comme ça de reconversion.
Ok. et du coup avoir le chômage derrière. C'est plus long en fait, c'est plus compliqué. Donc si la boîte accepte la rupture, c'est pratique. Mais voilà, ça peut être utile d'aller chercher ça, quoi. Donc tu as quand même eu le chômage derrière pendant 2 ans. J'ai eu 2 ans d'ARE, ouais, d'aide au retour à l'emploi. Et là, pareil. Donc, d'une part, si un jour il est amené à écouter ce podcast, je remercie mon ancien employeur par rapport à ça, parce qu'en Mm, fait, c'est une structure à taille humaine, hein. C'était un bureau d'études de 11 salariés à l'époque. ouais, Maintenant, ils ont grossi. Ça a été la première aide. La deuxième reconnaissance que j'ai, c'est pour une femme d'une agence donc ex-Pôle emploi, devenue France Travail, que j'ai connue à mon époque donc sur la ville d'Aix-en-Provence, qui avait été mais vraiment génialissime. On avait eu un entretien. Elle avait pris le temps de tout m'expliquer, de me féliciter pour ma reconversion. Donc ça, c'était cool dans une période de doute, hein, parce que on n'est jamais serein à 100%. Et elle m'avait expliqué tout le processus en amont en me disant, moi, je vais changer d'agence, donc je ne serai plus votre conseillère. Et si vous changez de ville, je serai encore moins votre conseillère. Par contre, sachez qu'il y a ça qui existe, ça qui existe, ça qui existe. ouais. Elle avait tout noté. Et ça avait été vraiment génial parce que je l'avais gardé en tête. J'avais gardé des preuves écrites, entre guillemets, pour pouvoir les ressortir à d'autres conseillers Pôle emploi. Et du coup, en fait, elle avait pré-mâché tout mon travail. Mm, Et ça m'a permis assez facilement de bénéficier, après mes 2 années de fin d'ARE, du revenu de fin de formation. ouais. RFF, ouais. RFF, sachant que moi, je n'avais pas du tout misé dessus dans mes calculs. Donc finalement, sur 2 ans, je crois que c'est de mémoire, ça devait être 400 euros par mois. Ça devait être de cet ordre-là, 400 ou 500 euros par mois pendant 2 ans, ce qui n'est pas Ouais. négligeable. Donc Et ça ça peut. peut monter. Alors, j'ai en tête que maintenant, c'est même 700 et quelques. Ouais, après, il y a l'inflation, il y a peut-être Ouais. la hausse du SMIC, etc., qui font que tout a été revalorisé. Mais moi, à l'époque, c'était ça. Ça devait être du 450 euros et ben, on crache pas dessus, hein, Bah, c'est clair. concrètement. Non, et ça, bah, c'est ce que tu dis, mais en fait, il y a vraiment des conseillers qui vont être top, et t'en as qui vont jamais t'en parler. Je sais pas si c'est parce qu'ils le savent pas mais et c'est une aide que ouais peu de gens connaissent, mais effectivement donc l'idée c'est de se dire pour les personnes qui écoutent et qui connaissent pas, à la fin des aides classiques, on a une aide de fin de formation. Alors ça peut durer que 2 ans, Exactement. qui va te permettre de prendre le relais. Donc j'ai en tête qu'aujourd'hui c'est autour de 700 euros. Alors ça dépend. Il y a vraiment des conditions, donc c'est pour ça qu'il faut aller voir avec France Travail, mais parce que ça dépend quand même de la formation, de tout un tas de choses. Mais bah, c'est pas mal quand même. Enfin, c'est évidemment on vit pas forcément avec que 700 euros, mais en ayant préparé, c'est des aides en plus, quoi. Ah oui, mais moi, Ouais, enfin, comment dire, la réflexion, la porte d'entrée financière, pour moi, c'était arriver le plus vite possible à rembourser mes frais de scolarité. ouais. Donc, dès que j'avais la garantie que j'arrivais à rembourser ces frais, après, tout ce qui est arrivé derrière, c'était le bonus pour l'appart et la nourriture, grosso Ouais. modo. Non, non, il y a plein de. Est-ce que t'as pas travaillé en même temps que les études? Oui, ben, en fait, Toi? Ouais, mon emploi étudiant, entre guillemets, c'était pompier volontaire. d'accord. Et ça, c'était un super plan également parce que en gros, je posais des disponibilités quand je voulais. Donc là, pareil, ma caserne, qui était un centre de secours principal, donc une grosse caserne, était au courant de ça. C'était des gardes en caserne, hein, pas des gardes au BIP. Et du coup, ils avaient une forme de tolérance sur le fait qu'il y a des périodes où je donnais moins de dispo et il y a des périodes où ils savaient que je donnais beaucoup de dispo, ils faisaient en sorte de m'en donner beaucoup, de satisfaire beaucoup mes demandes, parce qu'ils savaient que c'était mon moyen de financer ma reconversion. Donc en gros, ma semaine type, c'était du lundi au vendredi à l'école de kiné. Et le vendredi soir, je partais en voiture dans ma caserne et je prenais des gardes entre 24 et 48 heures par week-end. Donc en gros, j'avais vraiment de week-end et j'aurais attaqué la semaine le lundi. J'ai fait ça pendant 4 ans et l'été, pas de vacances, je me faisais saisonnier pour la saison feu de forêt dans les Bouches-du-Rhône. Et donc du coup, j'étais intégré à un régime de garde avec des pompiers pros. Donc en gros, c'était une garde un jour sur trois. Et ça m'a tout financé. Et la fatigue? Énorme, Ouais, énorme. Mais j'avais eu cette expérience en forêt où j'avais cumulé donc mon emploi de forestier sur la dernière année avant que je me blesse au genou et les gardes de pompiers. Et j'avais une fatigue extrême et c'est à ce moment-là que je me suis blessé au genou. Donc j'avais entre guillemets j'avais vécu cette leçon
Et donc, j'avais un rythme, enfin, comment dire, une hygiène de vie la plus irréprochable possible. Donc, se coucher pas trop tard, faire du sport régulièrement. Et ça m'est arrivé de quitter l'école de kiné à 15 heures au lieu de 17 heures pour aller dormir. Voilà. Mais c'était ponctuel, quoi. Ok. Et après, on a Tu- quand même des vacances scolaires. Oui. Dans les gens qui ont repris en reconversion, il y avait des gens qui avaient, si tu étais le plus vieux, il y avait peut-être pas des gens qui avaient des enfants, tout ça? Non. Il y a un collègue à moi qui était infirmier Ouais, en hôpital et qui est devenu papa la dernière année d'études, ok. mais pas avant ni pendant. Et donc, c'est jouable de bosser comme ça à côté avec des conditions très particulières, sinon c'est quand même sûrement compliqué. Par au fait d'avoir des enfants, Ouais, ou si tu te dis pour le financer, de travailler en même temps que la reprise d'études. euh, moi c'était un choix déjà parce qu'en fait j'avais pas l'impression de travailler, hein. ouais, Les pompiers ça me passionnait et ça me passionne toujours. Donc c'était vraiment pas une contrainte, c'est pas comme si j'avais dû prendre un petit boulot dans un oui, supermarché voisin. Là je pense que j'aurais traîné un peu plus ma peine. Donc là j'étais avec des collègues et j'étais payé en plus. Donc ça c'était tout bénef. En plus, le fait d'être pompier volontaire, ce sont des indemnités et pas du salaire. Donc, ça veut dire que j'étais pas imposé dessus. Donc, ouais. c'était de l'argent de poche. Ça aussi, c'était tout bénef. Maintenant, en fait, je pense que c'est propre à chacun. Moi, j'avais des économies de côté. Avant de me lancer, j'étais certain de pouvoir couvrir à minima logement, nourriture et scolarité sur 4 années, au pire du pire, dans le Mm. scénario le plus dégradé. Mais dans ma tête, c'était hors de question de faire ça. Dans ma tête, je voulais quand même avoir un revenu pendant ces 4 années. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce format-là. Ok, Mais je pense que c'est propre à chacun, hein. Si on a la ok, chance d'avoir un peu ouais. des économies et que ça rentre dedans, on peut se dédier à 100% aux études. Je pense notamment aux reconvertis en médecine. Je pense Mm. que c'est quand même des études longues, avec un gros investissement. Bon, Ouais. kiné, c'est pas facile, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Mais Ouais, ce que j'allais te demander sur la charge de travail, t'as trouvé que c'était difficile, t'as eu beaucoup à bosser, qu'est-ce que t'en penses? Bon, ouais, après, t'avais fait une prépa déjà, donc tu as peut-être un peu l'habitude de ça a été bosser. salvateur d'avoir fait une prépa, parce que la prépa, c'était 14 heures par jour pendant 2 ans. Donc j'avais vécu ça, j'avais mes méthodes de travail qui étaient en place. Il a fallu bien sûr les remettre au goût du jour, hein, parce que c'était plusieurs années après ma sortie de prépa, mais euh, ça m'a pas fait peur, c'est vite revenu. Là où j'ai pris une claque, c'est que j'étais issu du milieu forestier, j'avais aucune compétence et aucune connaissance en sciences du corps humain. Mm. Donc j'ai dû réapprendre ne serait-ce que les os du corps. Donc là-dessus, la première année a été vraiment chargée parce que tous les collègues de promo, ils sortaient de médecine. Mm. Donc eux, ils étaient largement à la pointe. Donc je me rappelle, j'avais mon petit dictionnaire et en permanence, je cherchais des mots qui me paraissaient farfelus et pour eux, c'était des mots totalement triviaux et qu'ils rencontraient régulièrement. Donc voilà, ça a été la première année. Et après, une fois que je me suis remis à la page, après, c'était plus facile à vivre, mais quand même beaucoup, beaucoup de travail, sachant que j'ai eu la particularité d'avoir la fameuse période Covid pendant mes études. Donc, on a vécu le confinement et on a vécu une année entière en distanciel avec tous les cours en ligne. Là, pareil, j'avais décidé de pas de sortir de ce schéma-là. Il y avait une opportunité l'école avait donné l'opportunité à certains étudiants qui avaient des difficultés d'accès à des ressources numériques de venir en présentiel. Et il s'avère que dans mon appart, moi, j'avais pas de connexion Internet. J'avais un ordi de mauvaise qualité parce que je m'en ai pas racheté un neuf. Et du coup, j'ai fait toute l'année post-Covid seul étudiant en amphi, vraiment seul face aux profs. Et je m'étais donné comme mission de récupérer les documents pour la promo. Donc en fait, j'étais un peu le relais de la promo Ouais. auprès des étudiants, des profs. Et ça, c'était vraiment sympa, mais beaucoup de travail personnel. Mais après, c'est toujours pareil, c'est ma manière de faire. Il y a plein de jeunes qui sont diplômés kinés en travaillant juste ce qu'il faut. Moi, j'ai toujours voulu faire au maximum. Ça m'a rendu service puisque j'ai reçu le titre de major de ma promo sur les 4 années. Donc ça a été une vraie récompense. Mais voilà, derrière, beaucoup de travail. Mais c'est parce que je l'ai voulu. Tu dirais quoi en minimum de travail?
En termes de quoi? De volume horaire, de... Ouais. En fait, ça dépend des années. Tout ce qui est partie TP pratique, si on est vraiment attentif en cours, je pense on assimile facile 80% des notions. En fait, c'est le volume qui est important, c'est le volume de cours. Je me souviens, la troisième année, on a croulé sous un nombre de cours et des nouvelles connaissances énormes sur le premier semestre. La clé pour moi, c'est pas tant la quantité, c'est plutôt la régularité. Je pense que c'est mieux de revoir ces cours du jour très rapidement le soir, de les rebalayer, les relire pour que ça s'imprime et que plutôt que de les laisser tomber parce qu'en fait, il y a toujours des nouvelles infos qui arrivent. Mm. Donc, par exemple, donc, on s'est rencontrés en école de kiné. On avait des profils complètement différents. Elle, rentrait le soir, c'était repos, goûter. Et, euh, et par contre, en période d'examen, elle revoyait tout, sauf que moi, j'avais tout revu progressivement. Donc, en gros, j'assimilais plus dans le temps les Ouais. notions. Elle se faisait un rush de révision. Donc, elle avait d'excellentes notes parce qu'elle est brillante. Pour autant, 3 ans plus tard, on se challenge sur certaines connaissances et je me rends compte qu'elle en a oublié quelques-unes quand même. Donc là-dessus, Ceux qui je pense- gagnent au, voilà, comme j'aime bien au la quiz. compétition, je pense que j'ai gagné là-dessus. Ok. Mais ça n'empêche pas de diplômer d'excellents kinés. Voilà, c'est propre à chacun. Ouais. Non, et ça, c'est les méthodes de travail. Il y a effectivement des gens qui vont toujours Exactement. bosser en rush. Ok. Exactement. Pour contre-exemple, dans mon année de classe prépa, mes 2 années de classe prépa, à l'échelle nationale, j'avais dans ma classe au lycée Thiers à Marseille un élève qui avait majoré les 3 concours. Donc c'était un collègue de classe. Ouais. Il s'avère que cette année-là, le génie de la France sur ces matières-là était à Marseille dans ma classe. Lui, c'était boire des canons, aller au cinéma le Ouais, soir non, après mais il y les a eux, cours. on leur parle pas, en Voilà. fait. Donc, c'est On pour ça la que je dis que regarde c'est pas. vraiment Ouais, ouais. propre à chacun. Moi, j'ai besoin de Oui. beaucoup bosser pour être performant et je suis OK avec ça. Maintenant, si demain, une petite fée me donne un don Oui, oui. d'assimilation, ben, je ne cracherai pas dessus non plus. Ok. Euh, donc, t'es sortie majeure de promo, donc félicitations pour ça. Merci. Et donc, ton idée, c'était tout de suite d'aller dans le sport. Donc, tu t'es pas dit que tu t'es dit que t'allais être indépendant. C'était quoi ton projet après? Mon projet, c'est un peu, j'aime bien dire ça, c'est le projet Brutus Maximus. C'est-à-dire que dès premier jour de la première année, je savais que je voulais être kiné du sport. Donc, en fait, euh, comment dire, dans mes terrains de stage de dernière année, quand on me disait ouais, mais tu vas être jeune diplômé, peu d'expérience, j'aimais bien leur répondre avec malice. Bah, finalement, j'ai déjà 4 ans d'expérience. Alors, avec toute l'humilité que ça nécessite, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que mes 4 années d'études, elles étaient déjà programmées pour que je devienne kiné du sport. Donc, il n'y a pas un stage que j'ai fait pendant mes 4 années d'études qui n'avait pas un lien avec le sport, même sur les stages imposés. C'est-à-dire que si on devait valider l'item neurologie en première année ou deuxième année ou cardiologie, je me suis débrouillé de faire un stage à mi-temps. Donc, mettons, j'étais à l'hôpital de la Timone à Marseille. Ben, le matin, j'étais en neurologie. J'avais choisi ce stage-là précisément parce que je savais qu'il était qu'à temps partiel. Ça me permettait l'après-midi de choisir un cabinet libéral spécialisé en kiné du sport. Et donc pendant 4 ans, j'ai fait que ça. J'ai ciblé des structures de haut niveau. Je me suis fait mon avis personnel, ma petite culture perso là-dessus. Et après, il y a le choix du stage de fin d'études qui a été essentiel pour moi parce qu'il a conditionné mon futur. Puisque, en fait, assez vite, j'ai su que je voulais travailler dans des structures sportives. Après, libéral ou salarié, ça m'était égal. Mais je voulais être au quotidien avec des sportifs de haut niveau. Et donc, j'y suis parvenu. Mais ça s'est réfléchi en 4 ans. C'est des stages de qualité, entre guillemets, dans le choix des structures. Et après, c'est un investissement permanent, même dans les stages. Pour avoir beaucoup encadré de stagiaires ces 3 dernières années, on voit vraiment de tout. On voit des gens qui n'ont rien à faire là, des gens qui découvrent, des gens qui arrivent la fleur au fusil, pour reprendre tes termes, Hmm. et des gens qui sont hyper investis. Et on voit très vite qui va pouvoir aller loin dans ce milieu-là ou qui va avoir vraiment besoin de se mettre un coup de pied aux fesses s'il veut perdurer dans ce milieu. Voilà. Qu'est-ce que tu as intégré? Donc, j'ai suivi, moi, je suis allée LinkedIn, évidemment suivre ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as intégré comme premier, euh, structure comme comme première première structure. structure, voilà.
Un club de rugby professionnel, le Rugby Club Toulonnais, Ouais. qui m'ont proposé, donc enfin, ils m'ont pas proposé à moi, hein, ils ont ouvert un poste de kinésithérapeute. Donc c'était initialement à temps partiel au sein du centre de formation. C'était dans un contexte de renouvellement de staff et de politique menée visant à développer la formation dans ce club-là en particulier, qui s'estimait être en retard par rapport à ce qui se faisait ailleurs en France, chez leurs concurrents. Et, euh, et du coup, il y a eu cette ouverture de poste. Donc, comme j'avais gardé de bonnes relations avec le staff professionnel avec qui j'avais fait un stage quelques mois auparavant, je me suis permis de leur demander, parce que le poste n'a pas été publié officiellement, il n'y a pas eu d'offre d'emploi, ils ont fait marcher le réseau. Il s'avère que par des contacts que j'avais gardés, j'ai appris cette nouvelle. J'ai contacté le médecin référent en lui demandant si mon profil pouvait correspondre à l'offre qu'ils allaient ouvrir, enfin au poste qu'ils allaient ouvrir. Il m'a répondu pourquoi pas, en me précisant que il préférait sûrement des profils plus expérimentés, mais que en tout cas je pouvais postuler. Voilà. Du coup, j'ai postulé, de nouveau lettre de motivation, entretien d'embauche, et c'est moi qui ai été retenu. Voilà. Donc j'ai commencé à temps partiel. Donc la première année, j'étais tous les matins au club et toutes les après-midi dans un cabinet libéral. Et comme ça s'est très bien passé cette première année-là dans le staff et dans le développement, enfin, dans les objectifs qui s'étaient fixés. A priori, je répondais à leurs attentes. Ils m'ont proposé un passage à temps plein l'année suivante. Donc, j'ai basculé à temps plein en CDI dans ce club-là. Qu'est-ce qui te plaît du coup dans ce métier de kiné et qu'est-ce que tu pourrais dire sur si on se parle du métier moi j'aime bien dire le chouette, le moins chouette et ce qu'on doit avoir en tête si on se questionne sur ce métier comme voilà, ce qui est bien dans les journées, ce qui est moins bien. Alors sachant que la manière dont tu l'as pratiqué est aussi une manière différente de peut-être voilà d'une pratique libérale classique. Mais qu'est-ce que tu trouves bien, moins bien, et qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui se questionnent sur ce métier, de choses auxquelles il faut penser? Ouais, je peux parler du coup des deux volets, puisque j'ai été à la fois salarié Mm. et à la fois libéral. J'ai jamais été salarié de structure hospitalière, donc ça, je pourrais pas en parler. Donc pour la partie salarié en club de haut niveau, ce qui est passionnant, c'est l'appartenance à une équipe. C'est le fait d'avoir toute son énergie dédiée à la performance d'un club, d'une entreprise, et, euh, et couplé à ça l'aspect humain de dire on a entre les mains des sportifs de haut niveau ou des sportifs de haut niveau en devenir, pour mon cas, et notre mission, c'est avant toute chose de les soigner. Et on sait que si on fait bien notre boulot, alors ils auront plus de chances d'être performants. Et s'ils sont plus performants, ils auront plus de chances d'atteindre eux-mêmes leurs objectifs, à savoir décrocher des contrats professionnels pour certains, ou en tout cas vivre du rugby dans une certaine mesure, ou en tout cas essayer d'aller le plus loin possible dans leur cursus. Donc ça a été vraiment le côté passionnant pour moi. Les jeunes que j'encadrais, ils avaient entre 18 et 23 ans sur les 3 premières années, et c'était l'antichambre du milieu professionnel. Donc, sur ces 3 années, il y a aussi la fierté collective de voir que de nombreux de ces jeunes arrivent aujourd'hui au plus haut niveau du rugby français, voire même en équipe de France, pour certains que j'ai côtoyés. Donc ça, c'est la vraie fierté. Sur le métier de kiné au quotidien dans le club, ce que j'adore par-dessus tout, c'est la diversité. Ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport au libéral. Donc, un kiné qui est libéral et qui pratique dans son cabinet au quotidien, euh, il y a un côté un peu répétitif. Il y a des créneaux, un temps dédié à des patients qui s'enchaînent, demi-heure par demi-heure généralement, et sur toute une journée. En club, on voit les blessés, par exemple le matin, l'après-midi on fait des soins. Il y a le côté un peu secouriste que j'aime bien, imprévu, qui me rapproche de ce que j'ai fait avec les pompiers, de vite, il faut un kiné sur le terrain, il y a quelqu'un qui s'est blessé, gérer une urgence, gérer un retour de blessure, etc. Donc c'est jamais pareil, il y a toujours des missions différentes. Ça, c'est le côté que j'adore en club. Maintenant, sur la partie libérale, le gros point positif, c'est la liberté de choisir son emploi du temps. Donc là, je peux en parler, mais maintenant, pour faire des remplacements en plus, je vois un peu les fonctionnements de différents kinés. Et maintenant, je connais plus trop de kinés qui bossent 5 jours sur 5 en libéral.
Donc la plupart du temps, c'est du 4 jours 4 jours sur 5 sur la semaine des jours travaillés, hein, hors week-end. La plupart du temps, c'est soit ils se font des week-ends de 3 jours, soit ils se libèrent des demi-journées. C'est la liberté de ne pas prendre de patient entre midi et 14 heures pour aller faire du sport. C'est la liberté de finir à 16 heures parce qu'ils ont une activité sportive le soir ou ils ont des enfants à gérer, etc. Donc ça, le côté liberté, il est génial. Du point de vue financier, ben, tu l'as évoqué, hein, c'est une activité qui est conventionnée mais en mutation parce qu'il y a quand même des mécontentements par rapport à certains aspects du système et le niveau de rémunération. Donc ça, c'est en train de bien changer sur les actes non conventionnés, etc. Ça se développe. Donc, mine de rien, le libéral, il laisse quand même libre cours à la créativité aussi. On a une liberté de création sur l'offre qu'on veut proposer, etc. Le passionnant également dans le kiné, c'est on est formé généraliste, mais alors, je l'ai lu dans certains entretiens de dire qu'on peut difficilement évoluer en tant que kiné, comme ça peut être le cas dans une entreprise quand on commence tout en bas, on monte manager, on monte chef de service, on monte Ouais. chef de secteur. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là parce qu'on reste indépendant et il appartient qu'à nous d'évoluer. Certes, on n'aura pas de montée en grade, mais par contre, on a des montées certaines en compétences et le fait de monter en compétences nous rend référent ou spécialiste d'un domaine et fait que du coup, il y a d'autres kinés qui viennent nous poser des questions sur un domaine donné et pour moi, ça, c'est une forme de promotion. Alors, effectivement, on ne gagnera pas forcément plus d'argent par rapport à ça, comme en entreprise quand on augmente notre salaire. Mais par contre, ça peut ouvrir la porte à devenir formateur, à participer à des congrès, à faire avancer la recherche, parce qu'il y a un volet scientifique et de Mm. recherche dans le métier de kiné qui est passionnant. Moi, pour moi, c'est trop tôt pour me lancer là-dedans, mais pourquoi pas, je ne ferme pas la porte. Mais il y a énormément de volets. En tant que kiné, on peut se spécialiser, on peut choisir de travailler que sur une partie du corps, que sur un type de blessure, d'être formateur ou d'être formé. Enfin, il y a une multitude de possibilités. On peut choisir d'être libéral le matin et d'accompagner une équipe, tout en libéral, en salarié. On peut rebasculer en hôpital si on a envie de rebasculer en hôpital. On fait ce qu'on veut, quoi. Ouais, ça fait partie des gros questionnements des gens sur des gens qui ont bossé en entreprise, hein, de dire est-ce que il y a un moment où comment t'évolues en fait, comment tu fais évoluer? Et est-ce qu'il y a de l'ennui si tu imagines une journée où, effectivement, comme le faisaient plutôt les gens avant, t'as du monde, je te disais, ma mère était kiné, effectivement, elle commençait le matin, finissait le soir. Moi, c'était chez moi, donc enfin, chez moi, le cabinet était dans la maison. Ouais, Je voyais bien, et c'était des gens toutes les 30 minutes. Dans la pratique, effectivement, les nouvelles pratiques, pas que parce que c'est des reconvertis, mais je vois bien qu'il y a des attentes différentes, quoi. Il y a une mixité, il y a le fait de se dire, bah oui, je peux me spécialiser. Ce que tu disais aussi dans les profils qui aiment bien apprendre. Ouais, tu peux continuer à apprendre. Enfin, les choses bougent, quoi, heureusement. Donc, il y a ceux qui aiment pas, qui ont pas envie. Donc, tu restes comme il y a 30 ans. Mais si tu as envie d'apprendre, d'évoluer, c'est intéressant de se dire que c'est vraiment une des questions, moi, de se dire, mais est-ce que je vais faire pendant 30 ans les mêmes journées, matin, soir, tu as 10 patients, enfin plus même. Et en fait, non, comme tu le dis derrière, tu peux aller faire bouger des choses, quoi. tout à fait. Et Ouais, après, il y a même dans le format de pratique, hein, on peut être son propre patron. Donc, enfin, quand on est en ouais, libéral, on est par définition son propre patron, mais après, il y a des nuances. Parce qu'on peut décider de créer son propre cabinet, donc pour ouais, les côtés un peu investisseurs, ouais. achat immobilier, etc. Mais pour des personnes qui sont moins en confiance, on peut choisir le format de faire que des remplacements au début pour se faire sa Mm. propre idée. Et il y a aussi le format d'être assistant. Donc en termes de pression, c'est moindre. C'est-à-dire Ouais, que c'est pas moi qui gère les locaux. Moi, je passe juste un pourcentage de mon chiffre d'affaires. Et en contrepartie de quoi, je suis garanti, enfin, je suis assuré d'avoir un local, du matériel. S'il y a des choses qui se cassent, on le renouvelle. Enfin, ouais, intellectuellement et psychologiquement, c'est quand même assez rassurant. Donc, il y a vraiment. ouais, pour tout le monde un peu. Ouais, Ouais, exactement. ok. Exactement. Après, il y a des tendances, hein. Actuellement, comment dire, le cadre de vie est souvent privilégié par la plupart des kinés. Je pense que le tout pécunier n'existe plus vraiment, même Mm. s'il y en a toujours, hein. Sur le niveau de revenu, je pense qu'il y a pas mal de kinés qui acceptent de gagner un peu moins, mais pour augmenter leur qualité de vie en dehors. Mm. Voilà, c'est toujours la question. La rémunération reste quand même une question centrale dans le métier de kiné. Oui, bah, si tu fais juste le taux à 15 € l'épaule, enfin, si tu...
Ouais, Ça ouais. peut être compliqué, quoi. Ok. Ben, Euh, compliqué, ça dépend de nos objectifs. On reste pas malheureux, hein. J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps, une analyse très juste. Quel métier, à partir d'un bac+5, permet dès la sortie d'école, donc dès la première année de pratique, de gagner un salaire entre 2005 et 3005 net? Pas beaucoup. Je pense ah bah, que non, bah, si tu prends un G, exactement. Un ouais, G, ça, et ça commence pas à 3 000 € par mois en général, à part dans certains secteurs ah, hyper, pas beaucoup. Ouais. mais pas beaucoup. Donc Ouais. finalement, c'est un métier qui permet de gagner assez vite, très bien sa vie en étant jeune. Après, c'est sûr que si on est toujours à 2005 à 50, 60 ans, il y a certaines personnes qui peuvent considérer que c'est un manque d'évolution, ce que je peux comprendre, mais libre à chacun de développer son activité pour gagner plus différemment. Mais en tout cas, c'est possible. Non, ce qui est compliqué dans les métiers médicaux, paramédicaux, c'est aussi parfois les différences entre les métiers. Effectivement, quand tu vas pouvoir te dire ça pour un kiné, une sage-femme, sur les sages-femmes, c'est aussi ça, la rémunération d'une sage-femme quand tu vois les années d'études. Et la possibilité de faire évoluer, elle peut être compliquée, mais pareil, là aussi, pour les sages-femmes, elles ont la possibilité d'aller mettre des échos où ça va pouvoir changer, de faire des spécialisations. Et puis, de temps en temps, tu vas chez un médecin. Donc, quand je vois la difficulté des études de médecine, hein. Mais où tu vas rester 2 minutes pour 150 euros. Et c'est là où parfois il y a des moments d'incompréhension du sujet. Ouais, Même si c'est un spécialiste et que tout ce qu'il a comme spécialiste derrière peut s'entendre, hein. C'est pas les 2 minutes qui coûtent 150 euros, on est bien d'accord. mm. Mais c'est toutes ces différences-là qui parfois qui peuvent créer des frustrations. Mais ça, ne nous lançons pas sur ce sujet, sinon on fait un autre podcast de 2 heures. Ouais, non, mais je suis Et puis d'accord. après, tu as voilà, le sujet de la santé, ce qu'on est capable de rembourser, l'état de la santé en France, qui reste un éternel débat. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses qui peuvent être intéressantes de savoir sur le métier avant de se lancer et de se dire que les gens n'ont pas en tête, t'as l'impression? Moi, de ma pratique quotidienne, entre les collègues avec qui j'ai travaillé, les structures dans lesquelles j'ai travaillé, les stagiaires que j'ai pu voir ou encadrer, euh, je pense que pour être un bon kiné, et c'est souvent sous-estimé, il faut une part d'humanité essentielle. Et de ce que j'ai vécu, je trouve, c'est mon avis, ça n'engage que moi, qu'il y a trop, enfin pas assez de kinés qui se remettent en question sur leur capacité à s'occuper des gens au sens premier du terme. C'est-à-dire le risque qui peut être plus important en libéral, je trouve, quand on tombe dans une forme de routine de remplir son agenda avec des patients toute la journée, etc. De voir les patients qui s'enchaînent. Et c'est difficile d'écouter des gens toute la journée. Quand on Hmm. fait un 8h, 20h, d'écouter des plaintes, d'écouter des gens qui ont mal toute la journée, savoir faire le tri de l'info, être lucide, dire ça c'est grave, ça c'est pas grave, ça j'y porte plus d'attention. Pour moi, le fil conducteur, ça doit être je suis kiné, je dois ou j'ai envie de soigner les gens, sans faire de miracle, hein. On n'est pas des vaudous, etc. Ils disent toujours l'obligation de moyens, mais pas de résultats. Hmm. Si on a cette conscience professionnelle-là, dans 9 cas sur 10, on devient apprécié de nos patients et bon kiné. Et je trouve que c'est sous-estimé dans les études actuelles, dans les formations qu'on nous propose, de dire prenez goût à soigner les gens, parce que sinon on tombe dans des recettes de cuisine, on tombe dans des cas cliniques un peu complexes où c'est des douleurs chroniques installées Hmm. et qu'on en a presque marre d'écouter ces patients se plaindre tout le temps, alors que finalement derrière il y a une souffrance. Je Même si, suis ce patient relou. même si nous, on n'est pas forcément les kinés les plus compétents à l'instant T pour solutionner les problèmes Hmm. du patient, avoir la lucidité de dire, bah, écoutez, je ne pense pas être adapté à votre problème. Par contre, je vais vous recommander des personnes qui pourront peut-être vous aider là-dessus, mais moi, j'atteins ma limite, quoi. Mais avoir cette Ouais. lucidité-là. Oui, alors j'ai pu adresser moi ces questions sur kiné et sur d'autres, hein, mais peut-être sur kiné un peu plus, notamment sur kiné du sport, de personnes qui voient le métier d'un point de vue performance, comme tu as pu le dire sur je vais amener un corps à être plus performant. Mm. Oui, mais quand on est kiné, on n'amène pas que un corps à être plus performant, on soigne Mm. aussi un corps qui est douloureux et une personne qui est derrière ce corps, quoi, et la Exactement. personne. Et de temps en temps, j'ai des personnes sur lesquelles on fait, enfin, je les challenge un peu là-dessus.
de se dire, bah oui, mais enfin, tu vas pas juste avoir un corps, et tu auras une personne, et la personne, elle va peut-être arriver avec un mal-être qui est autre chose, et elle peut t'en parler. Et les gens ont un peu cet aspect très, ouais, performance derrière le métier, alors qui est pas que kiné, j'ai pu l'avoir sur d'autres choses, par exemple sur diète, ou de se dire, ah ouais, je vais aider les gens à perdre du À poids, et comme maigrir. ça, oui, mais tu sais que, alors surtout sur diète, où tu te dis, bah ouais, on est quand même un peu au courant que la perte de poids, il y a ou la prise de poids, il y a peut-être un peu de d'émotionnel, quoi. Mais Multifactoriel. ouais. Et donc de réfléchir à ça, merci d'insister là-dessus. Et donc en tant que patiente à douleur chronique, merci d'insister là-dessus. Mais c'est vrai que c'est important, ouais, de le dire, de pouvoir, ouais. Ok. Exactement. Alors ma question de la fin, c'est et si c'était à refaire, est-ce que tu referais pareil? Est-ce que tu referais des choses différemment sur cette reconversion ou sur ton parcours d'ailleurs en général? Bah, je vais pas être très original, hein. Souvent, on dit si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Mais non, j'ai tendance à croire ce que je dis là à 100%. La seule chose, et c'est pas du tout, je l'exprime pas du tout comme un regret, parce que je suis très content de mon métier actuel. Voilà, j'aurais été curieux de voir mon parcours professionnel si j'avais eu connaissance plus jeune du milieu de la santé, Mm. au sens très large, peu importe la profession. Voilà. Si j'avais pu avoir un vent un peu plus précoce de ce qu'est être le métier de soignant, à mes 13, 14 ans, 12 ans, voir ce qu'aurait donné mon parcours professionnel. Il aurait peut-être été différent de celui-ci, mais d'un côté, je peux absolument pas le regretter parce que j'ai fait classe préparatoire et j'ai réussi. J'ai fait une école d'ingé, donc en termes de culture générale et de culture de la vie, c'est génial. Ça m'a permis de voyager plus d'un an à l'étranger. Derrière, vivre une reconversion et qui plus est la réussir, ben, c'est aussi une expérience de vie énorme. Peut-être que sans tout ça, j'aurais pas été pompier volontaire. Donc non, je peux pas regretter. Je suis très heureux de mon métier actuel. Non, j'aurais pas fait différemment. Voilà. Juste, qu'est-ce que ça aurait donné Mm. si je connaissais ces métiers-là un peu plus tôt? Est-ce que j'aurais pas fait ça directement? Ouais, bah, est-ce qu'effectivement on ne saura pas parce que on... Exactement. Mais oui, il y a des fois où ouais, peut-être que des découvertes métiers, mais quand on suit un chemin et quand... c'est tellement rare quelqu'un qui est un enfant qui a 10 11 ans se dit bah, je veux faire ça que ouais, on suit le chemin sans le questionner des fois. Mais je me dis qu'en tant que parent, euh, en tout cas, moi, je porterai un point d'honneur à faire en sorte qu'il y ait un porté à connaissance, peu importe le format, mais le plus tôt possible. J'ai cette chance-là d'avoir balayé un tas de Mm. métiers différents. Voilà, que quand on est dans les repas de famille et qu'on échange avec nos ados de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'on soit capable de dire, ben, écoute, il y a des métiers artisanaux, il y a des métiers manuels, il y a des métiers plutôt cérébraux, il y a des métiers techniques, il y a des métiers de santé, il y a des métiers de... Voilà. Et Il y a plein de que, choses, ouais. voilà, que l'enfant à 20 ans, il se dise pas, ah ben, Si j'avais j'avais jamais su. entendu parler de Ouais. ça. Voilà, Ben, je c'est fais pas ma beaucoup ça mission. avec mes enfants et ben, je sais pas comment tu le feras, mais je les saoule. Ouais, Parce mais que, je parce que pense je qu'ils te suis. remercieront plus tard. Ouais, bah, c'est ce que mais bon, c'est chouette de pouvoir l'avoir fait et de l'avoir réussi, effectivement, quoi. Donc Complètement. bravo, effectivement, pour ça. Merci. Et merci d'avoir accordé ce temps. Donc on a un peu dépassé. C'est pas grave pour moi. Et donc voilà, merci d'avoir accordé tout ça. Je vais préparer tout ça pour transmettre. Je pense qu'il y a effectivement plein de contenus riches pour les personnes qui s'intéressent sur le métier de kiné ou en général de santé. Et surtout sur le kiné sportif qui est effectivement une des branches qui intéresse pas mal. Donc merci pour ce partage. Eh ben, merci pour l'échange, c'était très intéressant et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ces expériences quand ça rend service aux gens. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Maintenant je vais. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Pourquoi pas un peu de courage pour passer à l'action, pour ce fameux premier petit pas. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec des petites étoiles, un commentaire, en le partageant à quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Maintenant, c'est à vous. Et si on se dit maintenant je vais, ben vous allez faire quoi après avoir écouté ce podcast et cet épisode précisément? Peut-être que dans celui-ci, je vous ai donné un exercice où vous avez eu une idée tout de suite et que c'est tout facile. Si ça ne vous vient pas, eh ben je vous propose une idée toute simple de télécharger le test
offert évidemment Est-ce que je dois changer de job ou le guide Trouver le bon projet. Il y a aussi plein de ressources et d'articles sur le blog, mais ces 2 tests sont un très bon premier pas. Donc si vous n'avez pas d'idée précise en sortant de ce podcast de quelle pourrait être votre première action, et pour ne pas rester en mode j'écoute des tas de podcasts mais je ne fais rien de précis, et ben ces 2 guides sont une bonne première action à lancer. Alors à vous de jouer et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.